Merci. Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode du Management Café. Alors, il y a quelques semaines, Sabine Lockman, présidente et dirigeante de BPI Group, a remis le prix NetExplo Change à Orange pour le dispositif Mes compétences. La dernière étude de l'IFOP qui a été partagée par NetExplo il y a quelques semaines a conduit et qui a été conduite auprès des salariés démontre clairement que les collaborateurs ont intégré l'impact du digital sur les métiers et l'employabilité et ont affirmé surtout leur besoin d'être accompagnés, d'être développés et d'être formés. Le management des compétences est bien au cœur de la transformation digitale. Les collaborateurs aspirent à être impliqués dans la conception des processus de changement et également dans la meilleure compréhension de la relation client. Mon expérience jusqu'à ce jour dans de nombreuses organisations m'a souvent démontré que la culture d'entreprise est façonnée au moment des équilibres après les turbulences. On a vécu des turbulences de la révolution numérique. Aujourd'hui, nous cherchons des équilibres. Et ce qui émerge de ce contexte-là, c'est une nouvelle culture d'entreprise que nous devons accompagner. Et c'est vraiment tous les enjeux et tous les sujets que nous porterons d'ailleurs à partir de septembre. Ne sommes-nous pas à cet équilibre entre l'émergence d'une nouvelle relation client qui change les codes des entreprises et la transformation des modes d'apprentissage, facilitant le décodage? C'est dans cet esprit qu'il nous a semblé pertinent de partager avec vous l'expérience d'AXA, qui a peut-être trouvé cet équilibre par un changement culturel en développant un serious game autour de ce que vous avez appelé le nouvel esprit de service. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Lefebvre, qui est responsable de la transformation culture client et managériale de AXA France. Merci Sandrine. Oui, bonjour. Faire attention. Alors vous ne serez pas toute seule, non. Je crois que vous l'aviez compris. Et la difficulté, c'est peut-être aussi d'être écouté et observé par deux psychologues. Donc, dans le cas, pour le rapport d'étonnement, c'est Pierre-Éric Sutter, qui est psychologue du travail, qui est à l'origine de la création de Mars Lab, qui sera sagement à l'écoute et vous fera part de ses observations à la fin de l'interview. Mais les psychologues ne savent pas travailler seuls, donc on a associé également à nos échanges Lydia Martin qui est psychologue du travail et doctorante chez BPI et dont le sujet de sa thèse est notamment les serious games. Donc peut-être une première question. Frédéric Tardy, qui est directeur marketing et distribution d'AXA, s'est exprimé en précisant que la transformation numérique est avant tout une transformation culturelle. Vous avez eu pour ambition de transformer la culture d'AXA France sur un périmètre quand même de 10 000 collaborateurs, c'est quand même pas neutre. Et lorsqu'on a préparé cette interview, vous m'avez dit « Je suis parti d'une feuille blanche ». Donc, est-ce que vous pourriez en quelques mots peut-être vous présenter, nous préciser votre parcours et comment, après l'expérience que vous avez eue avant AXA, vous avez pu faire un premier dessin sur cette feuille blanche et vous étiez d'ailleurs seul à ce moment-là. Oui, on était deux. Et on est toujours deux d'ailleurs. Je vais essayer de ne pas bouger trop. Donc moi, Sandrine Lefebvre, je suis chez AXA depuis 7 ans maintenant. Je rejoins AXA en 2008 pour d'abord prendre en charge un centre de compétences interne sur la conduite du changement. Donc c'est un cabinet de conseil interne qui accompagne tous les grands projets de transformation de l'entreprise, que ce soit transfo organisationnel ou changement d'outils, pour accompagner les collaborateurs dans ces transformations-là. Auparavant, j'avais fait 15 ans de conseil, en commençant par du conseil en organisation du travail et pour aller progressivement vers l'humain et pour, dans mon dernier poste, m'occuper de tout ce qui était le développement managérial. Donc j'ai rejoint AXA sur le change et il y a 3 ans, en mars 2012,
Marine de Boucaud, donc la DRH d'AXA France, m'a fait venir à ses côtés pour créer la structure dans laquelle nous agissons aujourd'hui, une structure qui s'appelle Innovation et Culture RH, avec comme enjeu le premier projet était de comment faire pour accompagner une évolution de la culture de service de nos collaborateurs. Et pourquoi accompagner cette évolution de culture? Parce qu'en 2011, on a un nouveau CIO qui est arrivé, Nicolas Moreau, à la tête d'AXA France, et il a fait une prise de parole en 2012 vis-à-vis des marchés, vis-à-vis des clients, pour dire qu'il souhaitait faire d'AXA la première société de service. Et il s'est arrêté là, c'est donc pas première société de service de l'assurance, mais première société de service tout court, donc en se comparant à d'autres types d'acteurs sur le marché. Donc cette prise d'engagement, et donc à cette occasion-là, des prises d'engagement vis-à-vis de nos clients au niveau de ce service, comme facteur différenciant d'AXA par rapport à des concurrents de l'assurance. Et très bien, donc on a pris ces engagements, on travaille énormément autour de nouvelles offres de produits et de services pour nos clients. Et là, la commande qui a été passée à Marine de Boucaud, c'est de dire, et maintenant, comment on accompagne nos collaborateurs pour qu'ils puissent délivrer ces services et ces engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos clients. Et donc effectivement, à ce moment-là, on me demande de venir aider à contribuer à cette réflexion en me disant, on fait quoi pour faire évoluer la culture de service de l'entreprise? Et puis surtout, moi je me suis dit, mais ça veut dire quoi faire évoluer la culture de service chez AXA, sachant que quand même ça fait 30 ans qu'on agit et qu'on interagit avec des clients, donc on ne part pas non plus de zéro, ce n'est pas une création de culture de service, on est vraiment dans une transformation de cette culture. Avec une orientation quand même, on est à la DRH, donc quand même on m'a un peu orientée en me disant formation, comment on peut les former? Je dis former des collaborateurs à une évolution de culture de service, comment on forme à la culture. En plus, des programmes de formation, il y en avait déjà beaucoup, on n'en manque pas chez AXA. On sortait d'un dispositif qui s'appelait Service en tête aussi autour de cette notion de culture client. Donc j'ai dit, ok, voilà, on va démarrer, on va se dire, déjà c'est quoi mon terrain de jeu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évoluer la culture de service. On passe de quoi à quoi? En fait, en creusant un petit peu, donc on est dans le monde de l'assurance, dans un univers quand même où jusqu'à récemment, les clients étaient captifs. L'assurance, c'est obligatoire. On est une grosse entreprise, donc on va dire que naturellement, les clients arrivent. Sauf que depuis 2-3 ans, c'est plus aussi vrai que ça. La concurrence a beaucoup évolué. Avec la loi Hamon qui vient d'arriver, maintenant résilier un contrat d'assurance, c'est très simple. Donc on a des clients qui sont de plus en plus volatiles. Et ça, il fallait que ça soit intégré dans la culture des collaborateurs, qui n'avaient pas forcément vu cette évolution, ou en tout cas la rapidité d'évolution. Après, je me suis dit, on a déjà, AXA, société quand même très processée, l'analyse des process pour délivrer un service à nos clients, c'est des choses qui sont regardées depuis longtemps. Étant la DRH, en plus, je n'ai pas trop de légitimité d'intervention sur ce sujet-là, ça ne va pas être mon terrain de jeu. Par contre, quand on commence à se dire, mais qu'est-ce qui rentre dans la satisfaction des clients, et en particulier des clients de l'assurance, là, on voit apparaître une dimension qui est très importante, qui est la relation client. Pourquoi? Parce que dans l'assurance, contrairement à un bien de grande consommation, le service que j'achète, je l'aurai peut-être un jour, et si je l'ai, c'est parce que j'ai un sinistre. Donc c'est déjà, je vais voir et je vais me rendre compte réellement du service que j'ai acheté au moment où je suis dans une situation fragilisée en tant que client. Donc la dimension relationnelle à ce moment-là va être très importante. Et aujourd'hui, culturellement chez AXA, ce n'était pas forcément quelque chose qui était très présent. On est dans une société d'assurance où la dimension technique de traitement du sinistre, la gestion de règlement de sinistre est très importante. Donc on a plutôt une culture de la technicité versus une culture de la relation. Donc là, pour le coup, je me suis dit, je vais avoir un terrain de jeu sur lequel je vais être légitime en tant que RH. Et en plus, en faisant beaucoup de benchmarks externes, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui rentre dans la satisfaction client, cette dimension de la relation prend un poids de plus en plus important. Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que c'est aujourd'hui 50% du poids de la satisfaction client. Et comme j'ai toujours ma commande initiale et l'ambition de notre PDG de dire on veut que AXA devienne la première société de service, ce n'est pas nous qui allons le décréter, c'est les clients qui vont nous dire si on l'est ou on ne l'est pas, et ils vont nous le dire à travers leur satisfaction. Donc en bouclant tout ça, on est parti sur ce champ d'action qui est la relation client comme terrain de jeu pour notre projet Esprit de service.
Merci, mais vous avez fait un choix pédagogique, celui d'utiliser ou de développer un serious game. On sait très bien aujourd'hui que le monde de la formation explose, se cherche. On entend parler beaucoup de MOOC, effectivement on entend parler de serious game, on entend parler de blended learning, tout est à inventer, tout est en lien avec les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix particulièrement parmi ce panel très large de possibilités pédagogiques? Vous l'avez dit au départ, mon terrain de jeu c'est 10 000 collaborateurs en France et 1000 collaborateurs au Maroc. Donc je me suis dit, si je suis sur des formats classiques de formation, ça va me prendre un petit moment avant que tout le monde soit au fait et compris ce que c'était esprit de service. Et faire passer, mon objectif c'était de sensibiliser et de faire toucher du doigt l'ensemble des collaborateurs sur ce que l'on mettait derrière la relation client et sur les compétences que cela générait à mettre en œuvre. Et avec un objectif aussi de se dire, je suis bien sur ces 11 000 collaborateurs parce que la responsabilité de la satisfaction client ne repose pas que sur les collaborateurs qui sont en contact avec le client, mais sur toute l'entreprise. Donc moi, mon ambition, c'était de dire, il faut que je touche tout le monde. Par des formations classiques, je vais pouvoir toucher progressivement des petits nombres de personnes, mais comment le client va pouvoir voir qu'il se passe quelque chose avant les 5 prochaines années. Sachant qu'on est dans un monde où tout va très vite aujourd'hui, et s'il ne se passe pas quelque chose dans les 2 ans, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc il faut que j'aille à la fois en profondeur à certains endroits avec des formations plus classiques sur des schémas blended, mais je me suis dit, il ne faut pas que je laisse le reste de l'entreprise sur le bord du chemin, il faut que j'emmène aussi tout le monde et que je sensibilise tout le monde à cette notion de relation client et aux compétences que l'on met derrière. Et en regardant un petit peu ce qui se faisait sur le marché, le Serious Game a commencé à être la solution qui nous paraissait intéressante. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis dans une direction qui s'appelle culture et innovation. Donc aussi, c'est comment aller chercher des nouveautés en matière de formation et commencer à acculturer et à pousser cela dans l'entreprise parce que c'est quelque part les nouvelles façons d'apprendre qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises. L'actualité les a parfois décriés, chers, longs à mettre en œuvre. Est-ce qu'on vous a renvoyé ces échos-là quand vous avez décidé de vous engager dans le développement de Serious Game, vis-à-vis de vos directions? Alors, c'est pas forcément le long à mettre en œuvre et le coût. La première réaction de résistance, on va me dire, un jeu. On n'est pas là pour jouer dans l'entreprise, on est là pour travailler. Le jeu. C'est d'abord le jeu qui a fait un peu bon. Et puis après, on m'a dit, en même temps, c'est innovant. Il y a eu quand même cette volonté d'aller sur de l'innovation. Effectivement, c'était un moyen. Alors, effectivement, c'est cher. Maintenant, quand on met au regard 11 000 collaborateurs, si on les met dans des salles, si on les déplace, si on met un coût complet de formation, ça coûte cher aussi. Donc, j'ai fait un ROI, un business case pour essayer de montrer que, en fait, si le Serious Game était un succès, parce que c'est sur la base du volontariat qu'on est parti, donc il n'y avait rien d'obligatoire. Au final, le coût à l'heure de formation était beaucoup moins cher que du présentiel. Donc c'est ça qui m'ont dit, ok, banco, on y va. Mais j'avoue que on m'a fait confiance. On m'a dit, on essaie, on teste, on verra bien si ça marche. Voilà. Mais sur le ROI, effectivement, les indicateurs de gestion de la formation, on sait les manipuler et voilà, on sait les présenter par rapport à un objectif précis. Mais le résultat attendu, quand on parle de changer la relation client, est-ce qu'effectivement vous aviez en amont identifié des indicateurs qui permettaient de vérifier l'efficacité et l'enracinement et le développement de nouvelles postures vis-à-vis de la relation client? L'enjeu était déjà de sensibiliser et de faire expérimenter, de faire comprendre aussi, parce qu'on est sur des dimensions qui sont quand même très des soft skills, on n'est pas sur de la compétence technique. Donc faire comprendre ce qu'on attend en termes de posture, de comportement, sur des dimensions de la relation client, ça peut rester très conceptuel et pas devenir pragmatique pour les gens. Donc l'objectif de ce Serious Game, c'était vraiment de leur faire toucher du doigt ce qu'on entendait par être à l'écoute, par être empathique, par sortir du cadre pour pouvoir mieux répondre aux clients. Donc c'était vraiment leur faire toucher du doigt. Après, nous, on avait des objectifs
on n'est pas dans les KPI classiques, on avait des objectifs de nombre de personnes qui pouvaient suivre ce jeu-là, parce qu'on s'est dit plus il y en aura eu d'exposés et d'exposés longtemps, parce qu'on va voir que le serious game est dans la durée, plus on pense que donc les gens vont imprégner et mieux comprendre. Et après on verra comment ça évolue en termes de pratique, et après on a nos baromètres. Là toujours je reviens sur mon juge de paix qui est le client, je vais aller regarder comment évoluent les taux de satisfaction de mes clients sur les items qui sont purs sur la relation client. Et là je vais me dire, j'y ai contribué, je ne suis pas l'unique responsable de l'évolution de cette satisfaction client sur ces dimensions-là, mais grâce à ce jeu et les autres actions que l'on mène en parallèle, on a cet impact-là. Donc ça rejoint un petit peu d'autres échanges qu'on a eus ici sur d'autres thématiques. C'est quelque part, ne nous engouffrons pas forcément dans cette recherche ou cette présentation de la performance dès le départ d'un tel projet. On touche à la culture d'entreprise, on souhaite faire évoluer les comportements, on souhaite motiver, donner du sens. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la pédagogie, et on gomme un petit peu ces aspects de rentabilité qui nous sont souvent demandés, mais à un moment donné, on nous demande des comptes. Voilà. Oui. Juste moi, le message que j'ai fait passer au moment où on s'est lancé dans cette aventure, par rapport à ce temps humain, que moi j'appelle du temps humain, on est sur un changement culturel. Effectivement, je le dis, si vous me demandez un ROI à 6 mois qui est votre temps financier, moi je ne saurais pas faire, donc dans ce cas-là, on n'y va pas. Il faut vraiment me laisser ce temps de l'évolution de la culture. Aujourd'hui, on a 3 ans depuis que j'ai commencé le projet, mais on va dire vraiment 1 an et demi, 2 ans depuis que les actions de fonds avancent, et on commence à sentir des choses qui bougent en interne. Et voilà, pour moi, un changement de culture, c'est du 3 à 5 ans, et c'est plutôt 5 ans si on veut qu'il soit vraiment installé. On n'est pas dans du temps pour nos administrateurs ou à l'année, il faut que j'ai un ROI. Voilà. En prenant le temps de l'évolution des cultures d'entreprise. Merci beaucoup. Vous avez fait le choix de développer ce Serious Game avec une start-up, Freeman Corp. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous avez retenu de cette collaboration? Alors, il ne s'est pas fait tout de suite ce choix de la start-up. Quand on a décidé de lancer le Serious Game, on est parti dans un mode projet, on va dire, classique. On a fait un appel d'offres auprès de grands acteurs du marché du Serious Game. On a retenu une première société, on a commencé à travailler avec eux. Et puis on s'est aperçu au bout de 6 mois que finalement ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, ce mode de fonctionnement, parce que les grands acteurs du marché aujourd'hui sur les Serious Games, en tout cas la société avec laquelle on travaillait, nous enfermait dans quelque chose de très standard, très standardisé. Et à chaque fois qu'on demandait quelque chose, c'est trop compliqué, ah mais non, les gens ne vont pas suivre. Alors que nous, on s'est mis vraiment un niveau d'exigence très haut pour être crédible vis-à-vis des collaborateurs qui sont en relation client pour certains depuis plus de 20 ans. On ne voulait pas leur mettre un jeu sur les basiques de la relation client, on voulait vraiment quelque chose qui soit nouveau, sur de la posture, et on n'est pas sur il faut sourire au téléphone parce que le client entend le sourire. On n'est pas du tout sur ces dimensions-là. Et on avait l'impression que cette société-là, à chaque fois, c'est trop compliqué, il faut faire plus simple, il faut faire plus simple. Et donc nous, ça ne nous convenait pas. Donc on a décidé d'arrêter avec cette société-là. On a continué à mûrir nos réflexions parce que du coup on s'est dit il faut vraiment qu'on soit très solide sur ce qu'on veut faire et comment avancer. Et finalement on s'est dit que tout ce qui est contenu pédagogique, on avait suffisamment de recul nous pour savoir ce qu'on voulait porter comme contenu pédagogique. Et ce qu'on avait besoin en fait comme expertise, c'est la dimension game et technique, donc tout cela, le volet gamification et tout le volet des compétences techniques pour nous aider à développer ce jeu. Et du coup, on est parti plutôt sur une start-up avec son fondateur qui vient du monde du jeu vidéo. Et pour le coup, il nous a apporté vraiment toute cette expertise de la gamification, des ressorts qui font que les gens deviennent addicts et ont envie de jouer dans le jeu. À la fois les ressorts des jeux vidéo,
mais également les ressorts des feuilletons télévisés, comme nous on s'est beaucoup appuyé sur Desperate Housewives, qui fait qu'il y a eu 8 saisons et que les gens attendaient avec impatience la semaine suivante de savoir ce qui se passe, et qui correspondait aussi à nos profils de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise. On a en moyenne beaucoup de femmes, enfin une majorité de femmes autour de 45-50 ans, et donc qui s'adressent à ce type de profil-là, avec aussi des références à des jeux sociaux. On s'est beaucoup inspiré de Candy Crush par exemple, avec des références d'addiction à Candy Crush. Je suis devenue addict à Candy Crush à cause du Serious Game, que je ne connaissais pas avant, et qui correspond en fait, par rapport à un certain nombre d'études autour du digital, à cette cible des digital mums. En fait, les femmes de 45 ans sont a priori les plus grandes joueuses de jeux sociaux. Voilà. Vous m'avez donné quelques chiffres sur le format de déploiement. Alors écoutez bien, le format de déploiement, c'est 5 minutes par jour, tous les jours, pendant 5 semaines, à la même période, pour 10 000 personnes. J'ai été surpris. Voilà. Et pourquoi ce choix, comment ce choix a été perçu, et finalement, est-ce que ça a été un bon choix? Alors effectivement, 5 minutes par jour, tous les jours pendant 5 semaines, ça a eu lieu entre le 15 septembre et le 15 octobre. Pourquoi cette période? Parce que c'est la période de l'année où il n'y a aucun congé scolaire dans aucune région en France. Donc on n'a pas beaucoup de fêtes de tir dans l'année, il y en a à ce moment-là et il y en a une au mois de mars. C'est à peu près le seul moment dans l'année où il n'y a pas de vacances scolaires nulle part. Ça n'empêche pas que les gens prennent des vacances en dehors des périodes scolaires, mais en tout cas on s'était dit on maximise nos chances d'avoir le maximum de joueurs et d'apprenants. Alors les 5 minutes par jour, ça a été pour répondre à une première l'objection que je vous ai dit en premier, on n'est pas là pour jouer. Nous, on bosse, nous, on a des clients. Donc, t'es gentille, Sandrine, mais avec ton Serious Game, comment ça va s'intégrer dans notre quotidien? Et donc, le 5 minutes par jour, ça permet que n'importe qui, quelle que soit son activité, même ceux qui sont sur des plateaux en train de répondre à des clients, ils puissent consacrer, malgré tout, 5 minutes par jour. Ils trouvent le temps. Donc ça, du coup, ça enlève l'objection de « on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on doit être avec les clients ». Après, l'aspect répétition, donc chaque jour, tous les jours, pendant 5 semaines, c'est vraiment c'est une modalité d'apprentissage sur cette répétition, sur l'ancrage, en faisant des parallèles avec les joueurs sportifs, par exemple. Les grands sportifs, ils s'entraînent tous les jours, même s'ils sont très bons. Et l'exemple que Grégoire Doré, donc avec qui on a travaillé dans les équipes sur ce sujet, m'a dit « moi, si je travaille ma guitare 5 minutes par jour, je serai meilleur que si j'en fais 30 minutes le samedi. » J'apprendrai plus vite. Donc c'est vraiment travailler cette notion de la répétition. Les 5 semaines, après, il nous fallait, comme on est sur une base du volontariat, il faut qu'on ait le temps de pouvoir recruter des gens. On n'a pas les 10 000 qui vont se connecter le premier jour et qui vont jouer. Si on est sur un temps de 2 semaines, comme ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, on s'est dit qu'il y en a qui vont se réveiller un peu tard et puis le jeu va être fini quand ils vont vouloir rentrer dedans. Donc ça a permis d'avoir cette montée en puissance de recrutement sur les 2-3 premières semaines pour que les gens, par le bouche à oreille, parce qu'ils en ont entendu parler, puissent rentrer. Et du coup, ça a été une discipline et une contrainte pour nous de faire qu'il fallait que la scénarisation du jeu permette cette entrée, pas forcément le premier jour, mais qu'on puisse un peu rentrer quand on le souhaitait dans le jeu. Et après, il y avait cette dimension de scénarisation, justement, qui fait que pendant 5 semaines, comme un feuilleton télé, toutes les semaines, il se passait des événements, on retrouvait nos clients et qu'il leur arrivait plein de choses et on avait envie de savoir la suite. Bravo. Quelles ont été finalement les conditions de réussite et surtout comment vous avez mobilisé les salariés en amont du projet? Une des vraies conditions de réussite, c'est effectivement tout cet aspect plan de com que l'on a mis en place. En parallèle du Serious Game, on a fait un plan de com digne d'un lancement d'un jeu vidéo sur le marché, parce que justement, c'est nouveau et base du volontariat. Donc il fallait qu'on donne envie aux collaborateurs d'y aller. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le lancement était le 15 septembre. Donc on s'est dit, on va profiter de l'été pour commencer à familiariser nos collaborateurs avec l'environnement graphique du jeu. Et on a lancé, pour ça on s'est dit, début juillet, au moment des vacances, on lance un concours de création d'avatars.
et qui se faisait du coup dans un environnement graphique similaire à ce que serait le jeu derrière. On s'est dit c'est l'été, ça va être sympa, bon allez, si on a 1000 avatars à la fin de l'été, on sera content, il y aura au moins 1000 personnes, peut-être même un peu moins, qui auront vu, touché du doigt un petit peu ce que c'était. Et en fait, au bout du 3e jour, on avait déjà plus de 1000 avatars créés. Ça a fait un buzz, mais au-delà de... Alors, pour justement motiver, on s'était dit, il faut qu'on incite un petit peu. On avait fait un concours de likes, donc tout le monde pouvait liker les avatars qui étaient créés. On voyait toute la galerie des avatars au fur et à mesure qu'ils se créaient. Il y avait un petit concours de likes et il y avait un petit iPod à gagner à la fin de l'été pour les 10 personnages, 10 avatars qui auraient été le plus likés. Et donc, au bout de 3 jours, on était déjà à notre cible de 1000 avatars, et avec des gens qui nous disaient c'est génial, j'espère que je vais retrouver mon avatar dans le jeu. Sauf que nous, on n'avait pas du tout prévu de le mettre dans le jeu, parce que nous, c'était juste le petit jeu de l'été. Et donc, du coup, pendant l'été, on a redéveloppé pour que l'avatar, on puisse le retrouver dans le jeu par rapport au buzz que ça avait fait. Ça, c'est aussi la souplesse de la start-up, qui était vraiment présente à nos côtés tout le temps. Et on a pu comme ça s'adapter vraiment. Le mode agile, là pour le coup, on l'a travaillé au quotidien pendant toute la création de ce jeu. Les caractéristiques de l'avatar le plus liké? Bonne question, je ne sais pas, j'ai plus en tête, mais en tout cas, alors, si. Symbolique quand même. C'est symbolique. Ce qui était très, très, très drôle a posteriori, mais qui nous a fait un peu des sueurs froides au début, c'est que le premier jour, les 10 premiers avatars, c'était les 10 membres du COMEX, qui avaient quand même joué le jeu, ça c'était bien, ils avaient créé leur avatar. Mais du coup, tout le monde likait les membres du COMEX. Donc on s'est dit, là ça ne va pas le faire du tout. C'est pas le but du jeu, si c'est les 10 premiers, c'est les 10 membres du COMEX. On a écrit un mail qui était prêt à partir, on était prêt à appuyer dessus pour leur dire, bon, vous allez faire un message comme quoi en disant si c'est vous qui gagnez, enfin qui êtes premier, vous donnerez votre prix, et, enfin vous ne concourrez pas quoi, quelque part, on prendra les 10 suivants. Et puis ça s'est régulé finalement tout seul. Et au final, ce sont des collaborateurs de toutes les régions, même des collaborateurs, il y a eu des collaborateurs au Maroc qui ont gagné. Après ces avatars, on avait le choix du sexe qu'on voulait avoir, et il y a des gens qui ont changé de sexe, de la couleur des yeux, des cheveux, du look. Donc il y a les looks très bureau, mais il y a le look rasta, il y a le look super-héros. Voilà, on pouvait des gens qui sont tout maigres, qui se sont fait des gros glucose-coto. Enfin voilà, donc il y avait vraiment cette possibilité-là de jeu et de se représenter comme on avait envie de se représenter. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez envie de décoder justement qu'est-ce qui ressort de tous ces avatars? Est-ce qu'il n'y a pas des messages que vous ont passés les collaborateurs? On n'est pas allé sur l'analyse des descriptions physiques, mais par contre le message c'est c'est un mode qui plaît, ouais. Et le ludique est quelque chose qui fait du bien dans l'entreprise. Les retours qu'on a eus parce qu'on se dit mais comment ça se fait que ça a eu autant de succès, tant mieux, nous on était super contents mais on était nous-mêmes surpris, c'est de se dire c'est le premier projet, c'était vu comme le premier projet fédérateur de l'ensemble de l'entreprise en fait. Parce qu'il y a des projets, il y a par direction, par branche, par département, par métier, mais ils avaient l'impression que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas quelque chose qui concerne toute l'entreprise. Donc, et ce qui nous a fait, un des éléments qui a fait que ça a fait du succès. Et la notion, du coup on a mis aussi la notion de like, donc de réseau et de trans-silo, donc c'est-à-dire n'importe qui pouvait liker qui il voulait, l'endroit où il est dans l'entreprise. Alors, ce Serious Game, quel est son séquencement? Quels ont été les messages clés et peut-être les grands principes de gamification? Juste pour finir, effectivement, par rapport à la question précédente, donc il y a eu les avatars et il y a eu aussi des trailers d'annonces du Serious Game. Il y en a eu un au lancement du Serious Game, il y en a un à mi-parcours et puis il y en a eu un à la fin. Donc vraiment et des stands sur les différents sites. On est sur 22 sites en France. Donc on a mis, il y avait certains jours en parallèle sur les 22 sites des stands d'animation où il y avait des collaborateurs qui venaient avec leur ordinateur pour montrer aux gens qui n'avaient pas encore été dans le jeu, pour leur montrer comment ça se passait. Et on a eu la surprise de voir un jour une collaboratrice arriver déguisée dans son avatar, donc c'était Wonder Woman, elle est venue en Wonder Woman sur le stand. Voilà, ça c'était super. Et ce qui fait me dire que moi là du coup, ça y est,
c'est des petits indicateurs, il y a des choses qui se passent, et on est vraiment dans le niveau culturel qui se passe. Alors, comment se passait le jeu? Donc, je vous disais, on était sur une base de scénarisation. Donc, chaque semaine, il y avait un thème, et dans ce thème, du coup, alors on est déjà dans le monde de l'assurance, peut-être pour commencer. C'est un choix qu'on a fait, on a beaucoup hésité au départ, de se dire on reste dans notre monde à nous, on va dans un autre monde. On a fait le choix du monde de l'assurance parce qu'on s'est dit que la transposition entre le virtuel et le réel serait plus simple. Il y aurait moins d'efforts à faire pour aller transposer du virtuel dans le réel. Donc dans le monde d'assurance, chaque semaine, donc on avait 4 familles de clients virtuels qui représentent l'ensemble de nos clients. Donc on avait une famille avec la femme qui est chef d'entreprise, le couple cadre supérieur sans enfant qui fait plein de voyages, la retraitée, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Un couple en profession libérale. Et puis, j'oublie des personnages sûrement. Et en fait, chaque semaine, il y avait un événement dans la ville où ils habitaient et qui va nous permettre de tirer une scénarisation et des dialogues derrière. Parce qu'en fait, la base du Serious Game repose sur des dialogues que l'on a avec des clients virtuels internes ou externes, parce qu'on a travaillé aussi la dimension de relation client en interne. Et chaque jour, pendant les 5 minutes, en fait, c'est 2 échanges, 2 dialogues avec ses clients, chaque dialogue portant une compétence de notre référentiel de compétences relationnelles, relation client. Et par exemple, les thèmes qu'il y avait, la première semaine, on était sur la e-réputation avec notre Delphine Samar, notre chef d'entreprise, dont le fils de 3e a fait son stage dans l'entreprise. Il est revenu un soir avec les clés. Ses copains, ils se sont déguisés en super-héros, ils ont filmé, ils ont mis ça sur le net et on voit en gros l'image de le logo de sa société avec les jeunes qui font les fous dans les locaux, et donc elle appelle au secours, elle a une protection e-réputation pour dire comment on peut aider à faire supprimer cette vidéo sur le net. Et donc après ça, c'est l'occasion du premier échange la première semaine, et on va voir différentes choses. Il y a une semaine sur le sport où notre kiné, donc profession libérale, fait la course de sport dans la ville, se casse la jambe, et donc comment on fait la continuité d'activité quand le patron profession libérale ne peut plus travailler parce qu'il a eu un accident. Voilà. Après on a eu la santé, bien sûr, avec une épidémie de grippe, on a eu la tempête, voilà, donc des choses qui sont proches de nos métiers et qui ont permis aussi du coup de faire découvrir des produits que l'on offrait à nos clients que les collaborateurs ne connaissaient pas. Ça, c'est aussi des surprises que l'on a eues, des retours de collaborateurs qui disent « Ah, mais je ne savais pas qu'AXA assurait autant de choses et faisait autant de produits. » Donc, c'était un moyen aussi pour les collaborateurs de connaître nos produits. Donc ça, c'était la partie vraiment objectif pédagogique, contenu pédagogique, chaque dialogue qui portait une compétence à travers cette scénarisation pendant les 5 semaines. Après, on avait d'autres objectifs pédagogiques qui étaient peut-être moins affichés, mais plus sous-jacents, mais très importants pour nous. Cette dimension coopération qu'on a commencé à travailler avec les avatars, que j'évoquais tout à l'heure, casser les silos et vraiment transdirection. Pour ça, on a mis dans le jeu un fil Twitter pour inciter les gens à se parler et à échanger. Donc c'était vraiment le même principe que Twitter. J'avais des gens que je suivais, d'autres qui me suivaient, et on se suivait réciproquement sur la base de la volonté des différents collaborateurs. Et du coup, avec mon réseau, je pouvais échanger tous les jours. J'avais ma roue de la chance de Candy Crush, où je gagnais des bonus, des indications sur les dialogues de la journée, et je pouvais échanger avec mon réseau ces bonus et ces cadeaux. Et du coup, on a vu en termes de fréquentation, les gens ont commencé à comprendre la logique en termes de fréquentation du jeu. Au bout d'un moment, on avait beaucoup de connexions le matin. Les gens en fait faisaient tourner la roue de la chance, partageaient leurs bonus avec leur réseau, attendaient eux-mêmes d'avoir les bonus de leur réseau et se reconnectaient à l'heure du déjeuner pour faire les dialogues, en fait, une fois qu'ils avaient eu tous les bonus. Et vraiment, on a constaté ça dans le fil du jeu en termes d'apprentissage. Voilà, et puis après, l'objectif pédagogique qui est plus lié à l'utilisation du Serious Game lui-même, c'était un pari pour nous de se dire comment impulser cette nouvelle façon d'apprendre via du digital, donc avec des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise sur le digital. Et d'ailleurs, on a même, moi j'ai entendu des conversations dans des équipes, des gens qui venaient sur les stands et 2 personnes qui disaient « Ah oui, alors moi je l'aide sur les dialogues et lui il m'aide à naviguer dans l'outil et on travaille, on le fait ensemble le jeu. » Et donc ça, je trouve que c'était vraiment très bénéfique.
Et le fait d'apprendre sur son poste de travail aussi, parce que je reviens sur les 5 minutes par jour, du coup, j'apprends sur mon poste de travail. Je ne vais pas en formation, je ne me déplace pas. Je le fais, c'est dans mon quotidien. Donc j'apprends en travaillant. Donc ça, c'était encore un autre objectif. Mais la gamification de quels que soient les dispositifs RH qu'on est en train de penser ou de développer ou d'intégrer, la gamification est un bon moyen que tout le monde comprend, quelles que soient les générations, contrairement à ce qu'on pense. Et je fais référence à un hackathon qu'a organisé Orange, parce qu'il y a 2 personnes qui sont ici, qui étaient avec moi mardi et mercredi, sur toutes les solutions innovantes qui ont été un petit peu designées. Systématiquement, on a retrouvé des approches gamifiées. Donc c'est aujourd'hui un moyen pédagogique qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, tout en sachant que beaucoup d'entreprises ont encore des freins par rapport à ça. Effectivement, nous, on est une entreprise sérieuse, on n'est pas là pour jouer. Finalement, on sait faire, c'est facile, et tout le monde comprend, et tout le monde comprend dans le sens d'une nouvelle relation au travail et de nouveau d'une meilleure compréhension des évolutions du métier, parce qu'ils s'y retrouvent. Il y a un gain, on gagne quelque chose à un moment donné. Tout à fait. Et puis on est dans cette logique du digital où en fait ce que vivent les collaborateurs en dehors de l'entreprise est déjà quelque part plus avancé que ce qu'on leur propose en entreprise. Donc on refait rentrer dans l'entreprise des usages qu'eux-mêmes développent par eux-mêmes à l'extérieur. Donc au contraire, on leur amène un truc qui leur plaît de l'extérieur dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Vous avez quelque chose à nous montrer ? Oui. Alors, c'est le trailer de lancement, justement, qu'on a fait passer à nos collaborateurs. Alors, comme ça. Ah, il n'y a pas de son. On va le relancer avec le son, c'est mieux. Je relance ? Non. Autrement, c'est pas grave, on le fera sans le son. Allez, on relance. Ce sera sans le son. Vous voulez le commenter, peut-être ? Donc là, en fait, c'est le décompte au lancement du jeu. Donc je vous disais, on était à 4500 avatars créés. À la fin du jeu, on était à 7500. Donc là, c'était leur dire que justement, ils retrouvaient leur avatar. Ça, c'était leur tableau de bord qu'ils avaient à disposition avec tous les trophées qu'ils pouvaient collectionner. Et ça, c'est nos clients. Donc notre kiné, Delphine Samar, la chef d'entreprise, notre jeune couple qui voyage beaucoup et notre retraité. Et avec un objectif donc de gagner les dialogues, on gagnait des points type Candy Crush. Là, c'est réflexe Candy Crush avec une jauge de satisfaction qui augmente. La coopération, on pouvait faire des selfies d'avatar avec ses copains. Et c'était des trophées qu'on gagnait quand on avait bien joué. On avait l'autorisation de faire des selfies à 1, 2, 3 ou 4, 5 avatars. Donc voilà, le trailer de lancement qu'on a lancé au moment du début du jeu pour les mobiliser autour de ce jeu-là. Ensuite, on en a fait un à mi-parcours pour leur dire où on en était et remobiliser ceux qui étaient déjà embarqués pour qu'ils continuaient à jouer et puis en recruter de nouveaux. Et puis après, on a eu un trailer de fin pour expliquer tout ce qui s'était passé et les résultats du jeu. Bien, merci pour nous avoir présenté en tout cas la genèse, les enjeux, les conditions de réalisation et puis les grands éléments du Serious Game. Lydia, votre thèse analyse l'impact des Serious Games dans le travail en questionnant l'usage des Serious Games. Que vous inspire cet exemple par rapport à ce qui a été dit? Dans ma thèse, je m'intéresse avant tout au lien entre la formation et le travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que vous êtes déjà allé chercher au plus près
de bonnes conditions pour être au plus près du réel, du travail de ceux qui ont à faire justement à être en contact avec le client, mais pas que. Alors on a discuté tout à l'heure, vous avez impliqué dans une phase test 200 personnes. Vous avez aussi recherché, vous êtes allé vers une start-up pour être au plus près justement des besoins et qu'elle puisse s'adapter au fur et à mesure. Il y a autre chose aussi que je trouvais intéressant dans tout ce travail, c'est toute la communication, l'implication au niveau des avatars. Donc les salariés ont déjà été impliqués en amont. Dans ma thèse, j'analyse avant tout le jeu comme une possibilité d'expérimenter différentes facettes du travail sans sanction par le réel, chose que l'on ne peut pas toujours faire dans le travail. Et je me demandais du coup si vous aviez, eu des retours sur les transformations, notamment au niveau de la culture de service, puisque c'est ce que vous recherchiez, et quels sont les leviers que vous avez mis en place pour aussi favoriser l'échange des salariés autour de ce qu'ils ont vécu dans le jeu, pour pouvoir justement discuter des différentes façons de faire et de penser. Pardon. Alors effectivement, j'en ai pas parlé. Nous, notre enjeu, ces dialogues-là, il fallait qu'on soit très, très, très crédible vis-à-vis des collaborateurs qui étaient en contact client tous les jours. Parce qu'autrement, si on allait sur quelque chose de très flat, et ils nous ont dit mais ça, c'est pas la vraie vie, donc on aurait tué le jeu. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas au contact client, il fallait qu'on montre l'exigence que c'est d'être dans cette relation client. Donc pour ça, on a vraiment fait playtester l'ensemble des dialogues. Notre start-up nous a dit qu'on avait écrit l'équivalent de 2 longs métrages sur les dialogues que l'on a écrits, par un panel de 200 playtesteurs. Donc on ne souhaitait pas que tout le monde fasse tous les dialogues parce qu'on voulait qu'ils aient un peu de surprise aussi. Donc ils piochaient ceux qu'ils avaient envie en termes de dialogue. Et on leur demandait de les tester sous 3 dimensions. L'aspect crédible justement et intérêt du dialogue. L'aspect compétence, on leur demandait selon vous quelles compétences vous avez travaillé à travers ce dialogue, parce que nous notre objectif c'était chaque dialogue porte une compétence de notre référentiel. Et puis l'aspect ludique quand même, parce que ça on l'a toujours gardé en ligne de mire. Est-ce que ça vous a plu de faire ce dialogue? Est-ce que vous êtes ennuyé en faisant ce dialogue? Voilà. Donc tous nos dialogues ont été testés comme ça. On les a fait contribuer aussi pour choisir pour tous les personnages internes qui représentaient des collaborateurs internes, pour le juriste, pour l'informaticien, pour l'agent général. Ils pouvaient choisir et voter pour comment seraient représentés. Donc on leur proposait 6 ou 8 types de personnages et ils votaient pour dire quel serait le personnage qui représenterait tel acteur. Donc ça les permettait de les impliquer dans la construction. Après, comment on sent que les choses ont pris en termes de culture? On a eu, vous verrez un verbatim d'une collaboratrice tout à l'heure qui illustre bien, je trouve, ce qui s'est passé. Elle dit, je viens de faire le jeu, je retourne vers mes vrais clients et je vais essayer d'aller appliquer ce que j'ai vu dans le jeu avec mes vrais clients. Et là le pari qu'on avait fait de dire, on reste dans le monde de l'assurance, ce qui sera peut-être vu comme moins fun, mais la transposition dans le réel sera plus simple. Pour nous, elle est là. Enfin, on a gagné à ce niveau-là. L'aspect expérimentation aussi, ça c'est important et vraiment le Serious Game le permet. Et nous par exemple, on avait, parmi les bonus, il y avait la possibilité de rejouer des dialogues. Donc justement, ça permettait aux gens et donc d'améliorer le score de satisfaction du client. Et les collaborateurs l'ont vraiment utilisé, cette notion de pouvoir refaire les dialogues pour s'améliorer. Donc ça, effectivement, parce que c'est l'environnement sécurisé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de note à la fin. Je peux le refaire autant que je veux. Il y en a qui allaient même les chercher en termes d'animation. On a fait un jour, venez chercher je ne sais plus comment ils avaient appelé, des points de vie ou je ne sais pas quoi, pour rejouer la forme de dialogue. Et tout le monde était là pour aller venir chercher ces points de vie pour pouvoir rejouer les dialogues. Donc ça fonctionne bien. Et après, le post-jeu, on va dire, ou même pendant le jeu, moi c'était un des KPI que j'avais mis à mon équipe. J'ai dit, on aura progressé si on parle du jeu et on parle de cette notion de relation client et d'esprit de service à la machine à café, dans les couloirs et dans la queue à la cantine. Et c'est ce qui s'est passé en fait pendant la période de jeu où les gens vraiment ont échangé entre eux, ont parlé. T'as fait ton dialogue, attention celui-là il était super compliqué, j'y arrive pas. L'email aujourd'hui c'est une catastrophe, on avait fait majoritairement les dialogues sont dans la relation face à face ou téléphone et on a fait 2-3 jeux autour de la rédaction d'un email
c'est ce qui était le plus compliqué. Alors ça, j'en ai entendu parler de partout, l'email. Donc, enfin, nous, c'est un enseignement du coup pour la suite, parce que c'était plus compliqué. Donc voilà, donc ça pour moi, c'était une première étape. Après, le post-jeu, les retours que j'ai eus, c'est des managers qui utilisaient en fait des exemples proposés dans le jeu en animation d'équipe. Et en utilisant, moi, ce qu'on m'a dit, parce que du coup, vous avez vu donc, un panel de façon très spontanée. Ah oui, nous, on n'a rien organisé. C'est eux-mêmes spontanément qui l'ont pris. Et en particulier, par exemple, la responsable de la santé qui me dit « Mes collaborateurs sont toujours en train de me dire que la santé, c'est pas pareil que l'auto, c'est pas pareil que l'habitation. En relation, peut-être techniquement oui, en relation client, il n'y a pas de raison d'avoir une différence quand je suis dans la santé ou je suis dans l'auto. » Et du coup, elle prenait des exemples d'un périmètre métier qui n'était pas le sien dans le jeu en disant « Vous voyez, ils ont le même problème que nous. En termes de relation, quand c'est un problème d'auto qu'un problème de santé. » Et elle utilisait donc ces exemples-là pour discuter, échanger avec ses managers. Alors ça s'est fait spontanément pour certains managers comme ça. Nous, ce qu'on voulait aussi, on a apporté de l'aide à tous les managers au début de chaque semaine pour qu'ils aient un temps d'avance par rapport à ce qui allait se passer dans la semaine autour des compétences travaillées. Donc on leur envoyait un petit kit manager au début de la semaine parce qu'on s'est dit, comme c'est sur la base du volontariat, on va avoir plusieurs cas de figure, on va avoir des managers où tout le monde joue, lui oui ou pas. Il va y avoir personne dans son équipe qui joue, ou il peut y avoir un mix de gens qui jouent ou qui ne jouent pas. Et comment faire en sorte qu'ils puissent en parler, répondre à des questions et se sentir à l'aise vis-à-vis du jeu en fonction de la configuration de ce qui va se passer dans son équipe. Donc on lui donnait en temps d'avance en début de semaine une explication sur ce qui allait se passer dans la semaine, les compétences qui allaient être travaillées et 2-3 petits guides pour pouvoir en parler en réunion d'équipe s'il le souhaitait. En vous écoutant, une question m'est venue. Le Serious Game, comme d'autres approches pédagogiques, a été élaboré à partir d'un référentiel. Un référentiel de compétences est par nature quand même assez statique à un moment donné. À un moment donné où les organisations sont de plus en plus flexibles, où les référentiels finalement bougent, sont mobiles au quotidien. Et en vous écoutant, parce que je trouve que c'est un vrai sujet RH, est-ce que la reprise par les managers ou par les collaborateurs des éléments du jeu ne peut pas contribuer à faire évoluer ce référentiel pour peut-être une deuxième saison? Clairement, il doit bouger. Le référentiel de la relation client doit bouger. Pourquoi? Parce que les attentes des clients en matière de relation, elles bougent tout le temps. Maintenant, on se benchmark. L'assurance, ils attendent de l'assurance le même niveau de satisfaction client qu'ils ont de Nespresso, qu'ils ont de Orange, qu'ils ont de GoSport. Et ce niveau-là augmente parce que les autres entreprises s'améliorent, et ce qu'ils vont attendre de nous va augmenter. Donc c'est effectivement pas statique. On l'a figé à un moment donné parce que déjà pour nous, c'était ce que j'évoquais au début, c'était quelque chose de nouveau de travailler sur cette dimension de la relation, donc il fallait qu'on précise ce qu'on y mettait derrière. En essayant quand même de le construire, en allant chercher les attentes des clients, en étant déjà dans pas juste le basique, mais un peu ce qu'on appelle le wow effect. Donc qu'est-ce qui va faire que demain, mon client va dire « Ah ouais, quand même, ils ont fait ça chez AXA ». On a essayé d'aller pousser ce référentiel-là, mais il est évident qu'il va falloir le faire vivre. Et je ne sais pas à quelle fréquence encore, mais il va falloir l'enrichir et le faire évoluer. Alors pour conclure ce premier tableau, en quoi finalement le concept d'esprit de service est innovant? Donc qu'est-ce qui le différencie? De cette belle aventure prometteuse, quel ROI vous avez tiré en 2 minutes? Alors l'aspect innovant, c'est un serious game sur des soft skills pour moi, parce que quand on a fait le benchmark il y a 2 ans, quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, on voyait beaucoup de serious games sur des compétences techniques ou sur des serious games sur du recrutement. Mais sur de l'aspect soft skills, on n'en voyait pas trop. Donc la combinaison serious game plus soft skills, pour moi, c'est la dimension innovante. Le ROI, donc je vous disais une cible de 11 000 collaborateurs. On a eu 5 200 collaborateurs qui ont joué régulièrement, c'est-à-dire qui ont fait 60% des dialogues. Et on a eu 3 000 collaborateurs qui ont fait 100% des dialogues. Dans les benchmarks qu'on avait fait, on nous avait dit si vous êtes à 20% de joueurs qui font tout, vous aurez déjà gagné. On était à 30%, donc voilà, c'était une belle réussite pour nous. 7500 avatars créés, parce que du coup, les gens ont continué à créer leur avatar. Il y en a eu 4500 avant le début du jeu, ils ont continué à créer leur avatar dans le jeu. Et puis des retours comme ça, donc avec des gens qui ont apprécié, qui ont échangé. On avait un community team manager
qui gérait tous ces messages et qui répondait. Donc voilà. Et donc du coup, une saison 2 qui s'annonce bientôt, mars 2016, donc on travaille dessus. Parce que ça, pour le coup, ça a été une demande exprimée à la fois par les collaborateurs, mais du coup par aussi tous nos sponsors, quand ils ont vu le succès. Et donc on a mis la barre haute, ce jeu-là. Donc maintenant on va avoir une barre encore plus haut et on va aller sur les enseignements de ce Serious Game qui nous ont permis de voir quelles étaient les compétences qui étaient les plus complexes et les moins bien maîtrisées par les collaborateurs, parce que justement ils ont beaucoup rejoué certains dialogues et où les scores étaient moins, les scores de satisfaction du client étaient moins importants. Et puis on va aller sur les autres canaux de relation avec les clients, donc au-delà du téléphone, on va aller sur le mail que j'expliquais tout à l'heure qui a l'air un peu plus compliqué, mais on va aller aussi sur le chat et sur les communications sur les réseaux sociaux dans la prochaine version. Merci. Voilà. Pierre-Éric, je te laisse la parole. Donc 10 minutes, ton rapport d'étonnement et une question qui te paraît être essentielle par rapport à ce que tu as entendu. Le psychologue que je suis va pouvoir sortir de sa neutralité bienveillante, pour une fois. Il ne faut pas que je bouge. Voilà, c'est bon. Pour pouvoir s'enthousiasmer et donc faire « waouh ». Vous avez su communiquer cet enthousiasme et cet effet waouh que vous avez essayé de promouvoir et que vous avez parfaitement promu d'ailleurs par le résultat. Et plus sérieusement, je dirais que ce qui m'impressionne dans votre expérience, c'est que vous avez su mettre en œuvre les préceptes de la psychologie positive, et notamment un qui est fondamental, qui dit que ce n'est pas la performance qui est à la jeunesse du bien-être, mais le contraire. La cause de la performance, c'est le bien-être. Et ça, vous l'avez parfaitement compris, vous avez su mettre en œuvre les ressorts, vous avez dit les soft skills, c'est parfaitement ça, qui permettent donc d'impliquer les collaborateurs, de les enthousiasmer et qu'ils soient performants. Et vous en avez eu en tout cas le résultat dans leur participation à ces différentes, à ce Serious Game. Donc moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'état d'esprit start-up que vous avez su initier dans ce projet et appliquer. Pourtant, vous êtes un grand groupe, donc il n'y a pas besoin d'être une petite structure pour avoir l'esprit start-up. Et ça corrobore ce qu'on peut voir chez Mars Lab au sein de l'Observatoire de la vie au travail, qui nous permet de mesurer l'état du vécu des salariés français. C'est que les salariés français, pour faire simple, sont très désireux de 3 choses. Plus de transparence, plus de proximité, plus d'enthousiasme. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet TPE, transparence, proximité, enthousiasme, comme il y a dans les startups. Et c'est très intéressant que vous ayez su mettre ça en œuvre et que vous l'ayez présenté comme tel. Alors d'abord, la transparence, on l'a vu. D'abord, vous avez une légitimité très forte de la direction dans ce projet. Ça, c'est très important. Je pense que sans ça, on ne peut rien faire. Mais il n'y a pas que la légitimité de la direction, il y a la propre vôtre que vous avez su aussi susciter. Et notamment, j'ai été très sensible à quelque chose que vous avez dit, c'est que vous avez su vendre la nécessité du temps subtil par rapport au temps utile. Vous avez parlé de temps financier par rapport à temps RH. Le temps subtil, c'est évidemment le temps RH. Les choses ne se font pas de la même manière, on n'est pas sur le même paradigme. Les chiffres, ce n'est pas les émotions humaines, ce n'est pas le symbolisme humain. Et ça, il est très sous-jacent. Vous avez su mettre en exergue cette dimension symbolique et c'est très important. Et vous avez donc utilisé toutes les dimensions d'agilité d'une start-up pour pouvoir mettre en œuvre cette transparence. Et il faut mettre au crédit de votre direction de vous avoir laissé, c'était peut-être un peu angoissant au début, les mains complètement libres par rapport à ça. Et avec le côté positif du flou, c'est-à-dire on vous laisse faire, on vous fait confiance. Donc si vous n'aviez pas eu la confiance de votre direction, vous n'aurez peut-être pas pu l'instiller comme vous avez pu le faire. Deuxième point, la proximité. Vous avez collé à l'ambition haute de votre PDG avec un projet ambitieux aussi, je veux dire qui était au départ, effectivement, l'angoisse de la feuille blanche aussi, c'est-à-dire comment vous allez mettre ça en œuvre. Moi, je l'ai vécu très, très intensément. Et vous n'avez pas hésité à changer de prestataire pour rester cohérente entre l'intention et les moyens. Voilà, les intentions et les objectifs et les moyens mis en œuvre. Et ça s'est traduit par quelque chose de très pragmatique. J'ai bien aimé la séquence liée à l'apprentissage parce que vous n'êtes pas resté dans ce que essayait de vous emmener l'autre prestataire dans la théorie qu'ils essayaient de vous calquer. Non, vous aviez une feuille de route pédagogique très assurée et vous avez voulu aller vers quelque chose de très pragmatique. Et aujourd'hui, on en a marre de la théorie qui ne se met pas en pratique, même s'il faut que les pratiques soient encadrées par la théorie. C'est très important de conjuguer théorie et pratique. Et là, vous avez su le faire parce que c'est bien les yaka faucons en matière de temps subtil pour la fonction RH. Ce qu'il faut, c'est que ça puisse s'intégrer dans les choses.
très concrètes. Et les nouvelles technologies, et le digital, comme vous venez de le montrer, permet bien évidemment de le mettre en œuvre. Et enfin, je terminerai donc par le troisième volet de cette TPE attitude, c'est l'enthousiasme. Donc là, clairement, on le voit, vous avez su libérer les énergies créatrices par rapport aux aspects ludiques de l'approche. Et en faisant ça, vous avez répondu aux attentes très profondes des salariés français aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il y a une évolution très forte vis-à-vis des attitudes concernant le travail. Aujourd'hui, les Français, ils ne viennent plus au travail juste pour se faire payer. Ils viennent essentiellement pour s'impliquer. Il y a un fort... en France, 80% des salariés désirent s'impliquer au travail. C'est énorme, en valeur absolue. Mais en valeur relative, ils sont très peu finalement à pouvoir le vivre réellement. Vous voyez, il y a cet écart entre la théorie et la pratique. La valeur travail en France est très forte. C'est une valeur très positive. Pour 2 Français sur 3, elle est positive. Mais ils sont 2 sur 3 à être très frustrés au travail parce qu'ils ne peuvent pas actualiser cette valeur travail. Et votre gamification a permis justement de montrer que cette implication était possible. Et vous avez été d'ailleurs surpris du succès de cette implication des salariés parce qu'elle est réelle, cette implication. Et votre exemple le prouve que quand on donne les moyens aux salariés français de s'impliquer, ils le font. Ils le font. Non seulement ils s'impliquent, mais ils s'enthousiasment en plus. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir créer du lien et pouvoir donner le maximum de leur potentiel de façon ludique sur ce qu'ils aiment le plus faire, c'est-à-dire mettre en œuvre leurs compétences. Et un des points caractéristiques de ce qu'on appelle le flow, psychologie positive, excusez-moi, je ne peux vraiment pas bouger. Le flow, c'est quand on fait quelque chose et qu'on est complètement absorbé par la tâche et qu'on a eu l'impression que on y a passé 2 heures. Et quand on sort de la journée en disant « j'ai eu l'impression que ma journée de travail elle a duré que 10 minutes », on a gagné quand on est employeur. Parce que le salarié s'est impliqué, il n'a pas vu le temps passer, s'il s'impliquait comme ça, c'est qu'il a été performant, et donc lui aussi, il ressort une impression de bien-être, et donc là on a tout gagné. Et donc avec ce genre d'expérience, c'est un peu un laboratoire de ce qu'il faudrait faire après en termes de techniques de management, de manière à, si vous voulez, susciter une performance responsable, socialement responsable. Donc vraiment, félicitations, et je suis très enthousiasmé. Par contre, ça va être ma question, parce qu'il va falloir que cet enthousiasme, je dirais, perdure, et qu'il ne fasse pas flop, qu'il n'y ait pas un effet de soufflet qui retombe. Je voudrais savoir d'abord quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour mettre en exergue cet enthousiasme, pour le susciter, et surtout pour le maintenir. Quelle serait finalement votre recette pour que cet enthousiasme perdure? Alors, pour que déjà les recettes, enfin le point que j'insiste sur la qualité des dialogues, enfin, c'est vraiment le point qui a été mis en avant à chaque fois quand on nous a dit c'était génial parce que les dialogues étaient vraiment d'une qualité, d'un niveau d'exigence et de réalisme très important. Donc là, vraiment, on y croyait, mais ça a été confirmé, c'est pour ça qu'effectivement on a échangé ce prestataire. On voulait vraiment des choses très très pertinentes et avec un niveau d'exigence important. Pour pas que ça retombe, il faut continuer à battre le fer, et d'où la saison 2, même si ça va prendre un peu plus d'1 an entre la saison 1 et la saison 2. Donc il faut continuer parce que c'est un début. Je ne dis pas qu'on a changé toute la culture d'AXA maintenant grâce à un Serious Game. C'est un élément parmi d'autres. Et dans le cadre de notre projet Esprit de Service, c'est un élément du projet Esprit de Service. Et on travaille en parallèle beaucoup au niveau du management parce que la complexité qu'on a aujourd'hui sur cette dimension de la relation client, c'est d'envoyer des messages contradictoires, voire schizophrènes à nos collaborateurs. C'est passe du temps avec ton client et moi, manager, je t'attends sur ta durée d'appel. Et donc ça, c'est pire que tout parce que là, il ne comprend plus rien, le collaborateur, et à un moment donné, il va où son manager l'attend. Donc on a perdu tous les efforts qu'on en a mis à expliquer pourquoi c'est important et les collaborateurs adhèrent et on vit. Donc travailler cette dimension du management en parallèle est très importante, plus les aider en s'appuyant pour qu'ils soient nos relais. Ma conviction, c'est que ce projet doit vivre, enfin cette culture doit vivre sans moi et mon équipe. Je leur ai dit, on a une durée de vie limitée et il faut que ce soit les opérationnels qui s'approprient le sujet. Ce n'est pas notre projet, c'est le projet des opérationnels. Donc et d'ailleurs on est une toute petite équipe pour ça, c'est qu'on ne peut pas faire sans eux. Donc on s'appuie sur eux et c'est eux qui doivent vraiment
prendre le relais, battre la mesure et continuer. Donc nous, on impulse des choses, on est en soutien par moment, et on est vigilant qu'ils le font, mais le relais passe par eux. Et relancer cette dynamique, l'année prochaine avec la saison 2, on va relancer en mois de septembre-octobre cette année pour tous les nouveaux entrants, donc ceux qui sont arrivés depuis octobre l'année dernière jusqu'à ceux qui sont là, arrivés en septembre. On va relancer une saison du jeu. Donc là, du coup, on sera sur des effectifs beaucoup plus réduits, mais pour que tout le monde soit embarqué. Et c'est toujours cette idée de on laisse personne sur le bord du chemin. Tout le monde avance dans le même chemin. Tout le monde avance. Après, il y a des rythmes qui peuvent être différents, mais tout le monde avance. Voilà. Bien, merci à vous deux. Je crois que pour la conclusion, vous l'avez très bien faite. Je vous remercie et on se retrouve à la rentrée pour un nouveau numéro autour de l'éthique managériale et de la révolution numérique. Merci à vous tous.